Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French of Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire dimanche d'idées, de rire et d'échanges parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez aujourd'hui, le thème s'intitule La réussite scolaire des enfants et le rôle des parents. Comme d'habitude, je vais contextualiser un petit peu le thème d'aujourd'hui pour commencer. La réussite scolaire ne se résume pas aux bonnes notes ou aux résultats aux examens. Elle correspond avant tout au développement global de l'enfant, englobant son bien-être mental, physique, social et affectif au sein de l'école. Pourtant, dans notre société contemporaine, la réussite... Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, pour revenir à ce sujet, pourtant, dans notre société contemporaine, la réussite scolaire est trop souvent associée uniquement à la performance académique, ce qui peut générer une pression excessive et contre-productive. Aujourd'hui, le rôle des parents dépasse largement le simple contrôle des devoirs ou des bulletins scolaires. Ils sont avant tout des accompagnateurs, des repères et des soutiens émotionnels essentiels. En créant un environnement sécurisant, bienveillant et stimulant, les parents permettent à l'enfant de se sentir écouté, valorisé et pleinement inclus dans son parcours scolaire. Ce climat de confiance favorise non seulement la motivation et l'autonomie, mais aide également l'enfant à apprendre à gérer aussi bien ses réussites que ses échecs. Ainsi, contribuer à la réussite scolaire, c'est accompagner l'enfant vers un épanouissement équilibré, en l'aidant à développer ses compétences émotionnelles, sociales et relationnelles, bien au-delà des simples résultats chiffrés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais passer la parole à vous en vous posant la question, quel est le rôle des parents en ce qui concerne la réussite scolaire des enfants? Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, on commence par vous, Champa. À vous la parole, Champa. Euh, Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Euh, pour moi, la réussite scolaire des enfants ne se limite pas aux notes. Autrefois, l'éducation visait principalement l'acquisition du savoir, des valeurs et de la culture. De plus, l'objectif était de comprendre le monde et euh, et euh, dépendre l'esprit critique et de former des individus équilibrés. Plutôt que de réussir uniquement aux examens. Mais après, avec la révolution industrielle, puis sous l'influence du système scolaire britannique, l'éducation s'est changée euh, progressivement et standardisée. Donc, plus l'école a été organisée pour répondre aux besoins de l'industrie et de l'administration en formant des employés, des ingénieurs, des médecins ou des fonctionnaires. Pour les examens, les diplômes sont devenus les importants et les principaux critères de réussite. Cette évolution a transformé l'éducation. Donc, comme une véritable course à la performance. Ensuite, de nombreux parents enquêtent
pour l'avenir matériel et le statut social pour leurs enfants. Les poussent fortement à obtenir de bonnes notes. Cette pression constante pour presser du stress et de l'anxiété et une perte de confiance chez les enfants. Et aussi, les examens et le savoir sont deux choses différentes. Les notes peuvent évaluer une performance à un moment donné, mais elles ne reflètent pas toujours la compréhension réelle et ni la curiosité intellectuelle. Donc, il est essentiel que l'enfant puisse développer une vraie compréhension des matières et le plaisir d'apprendre. C'est pourquoi le rôle des parents est essentiel, comme ils doivent accompagner leurs enfants avec patience et avec bienveillance et les aider à accepter l'échec comme une étape de l'apprentissage et encourager leur développement et des relations positives. Donc, d'après moi, les parents ne doivent pas seulement chercher la réussite académique, mais aussi le bien-être et l'épanouissement global de leurs enfants. Pour moi, je n'ai jamais poussé mes enfants pour gagner beaucoup de bonnes notes. Je crois que c'est ça, monsieur. Merci. Très bien, merci beaucoup, Champa. Alors, super, vous dites à la fin que avec vous, enfin, avec vos enfants, la relation était assez intéressante parce que c'était jamais le côté vers les bonnes notes, c'était plutôt vers le bien-être et l'épanouissement personnel. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Et comme vous avez dit à la fin de votre discours que le rôle des parents, c'est quelque chose de très important. Et il faut faire attention à ne pas évaluer les enfants à travers leurs notes, bien sûr. Malheureusement, c'est le système académique qui nous pousse vers cette approche-là, mais plutôt leur curiosité et ce qu'ils arrivent à faire à travers leur bonne personnalité, une personnalité assez globale. Très bien, merci Champa. Et vous avez aussi touché le point important que comment comprendre l'échec. Et c'est vraiment une étape pour aller vers la réussite. Des fois, on oublie ça et on pense que non, un échec, c'est vraiment, comment dire, la catastrophe et c'est comme le désastre, mais en fait, c'est pas ça. Mais c'est vraiment le côté des parents qui peuvent introduire et faire passer ce message à leurs enfants, de leur dire que on est là avec vous, on est là avec toi et que on est là surtout pour toi, pour t'aider pour vraiment éclairer ton chemin pour que tu puisses arriver à faire ce que tu as envie de faire dans ta vie. Voilà, très bien. Merci, Champa. Oui, je passe la parole à vous, Subhashish. Bonjour monsieur, et c'est après longtemps que je parle avec vous. Ok, comment allez-vous? Et Tout va je très vous bien. souhaite une bonne année. Merci beaucoup à vous aussi, super. Quel plaisir de vous voir, de vous écouter encore une fois après si Oui, parce longtemps. que les dimanches, je suis très occupé. Et maintenant, je suis dans le bus. Ah, d'accord, ok. Oui, donc je ne peux pas parler beaucoup, mais je peux dire seulement une chose. Allez-y. Les élèves qui je donne les cours privés, d'accord? Leurs mères sont plus inquiètes que leurs enfants de l'examen.
Donc, ce n'est pas, c'est bon pour les études, pour les élèves. Et les élèves le manquent leurs enfances. Donc, Oui, oui, et je veux que tous les maires, euh, peut-être comme Madame Champa, elle est très gentille et je crois que toutes les maires, non, toutes les maires, c'est très, très important pour les maires de devenir comme Madame Champa. Donc, très bien. c'est tout. Je Merci, ne peux merci. pas parler trop parce que je Non, suis non, dans le c'est pas bus. grave, c'est pas grave. On comprend Et très je vous bien. remercie pour le thème. Ce thème est très, très intéressant et très utile. Merci, C'est merci pourquoi Subhashish. je joindrai dans le bus. Très bien. Comme on dit en français, un cœur voyant rien d'impossible, même vous êtes dans le bus, vous arrivez à vous connecter et que vous partagez votre point de vue. Alors, c'est déjà très touchant pour nous. Merci. Merci beaucoup, Subhashish. Alors, c'est vrai, en fait, ces jours-ci, ce qu'on voit, c'est que les parents s'inquiètent énormément euh, pour leurs enfants et surtout pour leur réussite académique. Mais il faut aller au-delà. Aujourd'hui, notre séance s'intitule Le rôle des parents parce qu'on est en train de parler. Bien sûr, à la maison, on est là pour les aider, pour les soutenir, pour les pousser vers la réussite d'une façon globale. Mais comment est-ce que les parents peuvent assurer que les enfants aillent très bien, même à l'école, surtout leur réussite scolaire? Mais quand je dis la réussite scolaire, la réussite académique, ça ne se limite pas aux bonnes notes. Voilà, c'est pas l'idée, mais comment est-ce qu'on peut vraiment ancrer et comment est-ce qu'on peut développer cette idée de voir le monde d'une façon beaucoup plus profonde qui est au-delà des notes, mais plutôt vers l'empathie, l'humanité et surtout comment comprendre le succès et l'échec. Voilà. Les autres, si vous voulez dire quelque chose, allez-y, je vous passe la parole. Voilà, je vous passe la parole. Iman, allez-y, on vous écoute. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur, Bonjour. bon dimanche. À Okay, vous aussi. so I want to say just few words. I Oui. would like to say that aujourd'hui, on pense souvent que la réussite scolaire dépend uniquement de l'école. Cependant, la réussite scolaire ne dépend pas seulement de l'école. Les parents jouent aussi un rôle très important dans le parcours scolaire des enfants. Les parents transmettent des valeurs essentielles comme le respect, le travail et la confiance en soi. D'une part, les parents jouent un rôle fondamental, how do I say that word? Un fondamental. Fondamental dans la réussite scolaire. Un environnement stable favorise l'apprentissage. Quand un enfant se sent en sécurité à la maison, il peut mieux se concentrer à l'école. Personnellement, j'ai remarqué que le soutien des parents est très important. Si les enfants se sentent soutenus, ils progressent mieux et ont plus confiance en lui. Merci. Très bien, tout à fait, Iman, vous avez raison. Si un enfant se sent sécurisé et il se sent valorisé à la maison, ça se reflète même à l'école et à la fin, bien sûr, la réussite scolaire, c'est pas quelque chose de inatteignable. On peut le faire facilement et c'est pour ça, tout commence depuis la maison. Je pense que c'est le moment de le comprendre et de ne pas vraiment dire que si l'enfant ne va pas très bien, il ne fait pas très bien à l'école, qu'est-ce qui se passe à l'école, mais bien sûr, il faut revenir à la maison pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas à la maison, des fois. Très bien. Oui, Dia, je vous passe la parole. Allez-y, on vous écoute. Oui, monsieur. Oui. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en 2025, avec les défis de numérique, premièrement, nous sommes la créature d'un environnement d'apprentissage. Ce n'est pas la question de moyens financiers, mais de valeurs. C'est la créer un foyer, l'erreur ne peut faire la faute. Mais une équipe, il a la curiosité des enfants qui voient ses parents lire, intégrer et simplement prendre plaisir à apprendre quelque chose de nouvel. L'école d'être au contraire pour devenir une porte ouverture sur le monde. Deuxièmement, nous sommes le partenaire de l'institution scolaire
l'école fait sa part, mais il a besoin de nous relaxer le suivant des devoirs. Ce n'est pas juste vérifier l'orthographie. C'est la réussir, encourager et demander l'idée. Surtout communiquer avec l'enseignement. Je pense que la vraie réussite scolaire, je ne crois pas seulement la bonne note. C'est apprendre à l'enfant à dernière autonomie et trouver propre voie. Les parents ne sont pas pour tracer le chemin à la règle, mais pour formuler le bon réussite. Enfin, de compact, l'école institut à mes parents donnent le cadeau pour nous enfants, pour sa bonne note et réussir scolaire, pour motiver ses enfants. Merci. Très bien, merci beaucoup Dia. Alors, c'est tout à fait correct quand vous dites que les parents sont des modèles, sont des exemples à la maison et quand les enfants voient leurs parents lire, résoudre des problèmes, alors ils apprennent ça d'une façon implicite. Ça se fait automatiquement chez eux aussi. Et après, quand ils rencontrent des difficultés, ça devient vraiment facile pour eux de les surmonter parce qu'ils ont déjà appris comment le faire. Très bien, merci Dia. Oui, je vous passe la parole Lakshmi. Allez-y, on vous écoute. Bonjour professeur, bonjour tout le monde, bonne année à tous et toutes. Alors, le sujet pour aujourd'hui, c'est très important, très pertinent. La réussite scolaire des enfants dépend de plusieurs facteurs importants. Tout d'abord, le soutien des parents joue un rôle essentiel dans la motivation et la confiance de l'enfant. Ensuite, lorsque les parents suivent le travail scolaire, l'enfant se sent encouragé à faire des efforts. De plus, un environnement familial calme et positif favorise l'apprentissage. Cependant, l'école seule ne peut pas garantir le succès sans l'implication des parents. Enfin, il est essentiel que le parent s'implique activement afin que l'enfant puisse réussir et s'épanouir à l'école. C'est tout, professeur. Merci. Très bien, merci beaucoup Lakshmi. C'est vrai que les parents doivent s'impliquer en tout ce en tout ce qui se passe chez leur enfant, parce qu'après c'est vraiment nécessaire de voir qu'est-ce que l'enfant fait à l'école et puis aussi. Mais aujourd'hui, je vois que tous les deux ils travaillent, les parents, et ça devient assez compliqué pour eux de consacrer assez de temps envers leurs enfants. Alors c'est une grande question qui se pose ici. Que faut-il faire? Comment gérer son travail? Comment dire, la progression de leurs enfants en même temps? Mais bien sûr, on est là ici pour trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enfants pour que on puisse arriver à faire un équilibre entre son propre travail et aussi la réussite et la progression de ses enfants? Très bien. Merci. Je passe la parole à vous, Chandni. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Oui, maintenant je vais parler le sujet qui est très intéressant, réussite scolaire. Oui, la réussite scolaire des enfants, un sujet très complexe qui dépend de plusieurs facteurs. L'environnement familial a joué un rôle très important, notamment l'attitude des parents et leur implication dans la scolarité de leurs enfants. Les parents qui encouragent et aussi la motivation et la responsabilité scolaire aident leurs enfants à réussir. Et aussi, il est indéniable que les parents jouent un rôle important dans la réussite de leurs enfants.
Et aussi, comme, on dit dans l'expression qui est très célébrée, tel parent, oui, tel parent, telle fille, qui est très célébrée expression qui signifie qu'il est évalué et l'habitude incluait dès un plus jeune âge. Par exemple, si notre famille jouait, notre famille faire la même chose, et elle est dans notre génération aussi faire la même chose. C'est la raison de plus la éducation commence à la maison. C'est très essentiel qui nous besoin comprendre les choses. Et le facteur clé de la réussite scolaire est l'implication. Les parents ont besoin de donner la motivation toujours à des enfants. Et aussi, je pense que il est très important de noter chaque enfant qui est unique et que facteur de réussite. Et les parents doivent être conscients de leur rôle qui est impliqué activement pour soutenir les enfants. Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Très bien, Merci merci beaucoup à beaucoup, tous. Chandani. Merci, merci. En fait, vous avez raison, vous avez utilisé ces expressions tel père, tel fils, telle mère, telle fille. En fait, c'est vrai, Oui. c'est-à-dire à la maison, on dit c'est pour ça que la maison, c'est la première école et que les parents sont les premiers professeurs pour un enfant. Et tout ce qu'on apprend à la maison, on va vraiment le manifester, on va le montrer dans sa vie de tous les jours, au quotidien. Et ça me fait penser à ce que vous dites, au concept proposé par Pierre Bourdieu, qui parle du capital culturel qui se développe à la maison et en même temps, il parle de ce que c'est l'habitus. On va essayer d'en parler un petit peu aujourd'hui parce que ce sont d'autres termes importants qui reviennent à la maison pour dire que quand on est à la maison, c'est grâce à ses parents qu'on commence à développer ce capital culturel à travers les traditions, les valeurs, les croyances, la foi, tout ce qu'on est en train de célébrer, dire, mais c'est quelque chose d'intrinsèque qui se fait petit à petit et que ça va former notre personnalité. Voilà. Merci beaucoup, Chandni. Je passe la parole à vous du tout. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour. Je pense que en ma carrière comme enseignante, je pense les enfants sont différents dans l'école. Les enfants ont la personnalité différente dans l'école et une personnalité différente à la maison. Donc, c'est nécessaire qu'il existe une relation ou connexion entre les parents et l'enseignant ou peut-être l'environnement à l'école et à la maison pour réussir académique de les enfants parce que je pense que les enfants sont très intelligents. Donc, il y a une compréhension de comment, je ne sais pas si c'est comment jouer entre les parents et l'enseignant. Donc, oui. Donc, c'est nécessaire qu'il y ait une connexion entre les deux systèmes parce que les deux sont très importants dans la vie des enfants. Oui.
Tout à fait, très bien, merci du tout. C'est vrai, c'est-à-dire vous êtes en train de parler ces deux personnalités différentes chez l'enfant. Par exemple, à la maison, il est différent, mais quand l'enfant est à l'école, il se comporte différemment. Mais ce qui est nécessaire de comprendre, comment est-ce que l'enfant va former une personnalité, bien sûr, ça change, mais pour dire que comment est-ce qu'il va rencontrer les difficultés et surtout comment il va les surmonter, à travers quelle belle personnalité. Comme vous dites que c'est un mélange, alors les parents d'un côté et les enseignants de l'autre côté, tous les deux vont essayer de former et forger une approche idéale pour l'enfant. Et de plus, ce qui est intéressant, c'est que vous dites à la maison, l'enfant se comporte différemment. Je pense que c'est vraiment l'ambiance où il se sent euh, très à l'aise, surtout, on peut le dire, parce que c'est l'endroit où il était né et qu'il se trouve avec beaucoup de, je dirais, des présences des gens qu'il connaît déjà très bien. Et c'est l'endroit où il va s'instruire. Et puis, l'endroit, c'est l'école ou c'est plutôt pour sa performance. C'est la société. On peut le dire parce que dès que l'enfant sort de sa maison, c'est où sa société? Sa société, c'est son école, tout d'abord. Et comment est-ce qu'il va imaginer ses camarades, les autres élèves vont être les gens de la société autour de lui? Et comment est-ce qu'il va se comporter? Bien sûr, tout ce qu'il va apprendre à la maison et avec les modifications, les changements qu'il va apporter à tout ce qu'il va apprendre à la maison, en fonction de ce que vous avez dit, à tout ce qu'il va apprendre avec le professeur, ça va vraiment former son approche pour avancer dans la vie. Voilà. Oui, Ritu, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Oui, c'est la même chose. Si les enfants voient que l'académique, c'est important à la maison, il y a une effort de faire des choses importantes chez les écoles aussi. Mais si on voit que ce n'est pas important à la maison, il n'y a pas des efforts aussi. Donc, oui, c'est la... Oui, tout à fait, très bien. Merci de tout. Oui, je passe la parole à vous, Fatima. Allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur et tout le Bonjour. monde. Comment ça va? Tout va très bien. Merci d'être venu. Allez-y, on vous écoute. Bonne année aussi. Merci à vous aussi. Oui monsieur, la réussite scolaire, c'est une très bonne discussion. Oui, la réussite scolaire des enfants dépend de nombreux facteurs. Le plus important est le rôle des parents, ce qui est fondamental. Oui. Les parents jouent un rôle essentiel dans la motivation. Je pense comme ça, pour valoriser les efforts plutôt que seulement les résultats. Tout le temps, je pense que les parents donnent l'importance pour les résultats, monsieur. Donc, et après ça, les parents doivent encourager les enfants à persévérer malgré les difficultés et aussi développer la confiance en soi et l'estime personnelle. Oui, la réussite scolaire n'est pas uniquement la responsabilité de l'école. Comme la majorité de gens pensent comme ça. C'est la responsabilité de l'école tout le temps. Les parents sont des partenaires essentiels dans le parcours éducatif de leurs enfants. Je pense comme ça, monsieur. Oui, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Fatima. C'est vrai, l'estime de soi et aussi c'est le partenariat entre l'école et les parents parce qu'à la maison, on a un enfant, deux enfants, mais à l'école, il y en a beaucoup. Alors, des fois, on se pose la question qu'à la fin, pour être, comment dire, pour réussir la vie en total, on a besoin d'avoir ces piliers importants qui se développent à la maison aussi. Ça, c'est nécessaire. Très bien. Alors, je vous ai choisi comme d'habitude, et bien sûr, je vais vous écouter si vous avez des choses à dire, des points de vue à partager. N'hésitez pas à le faire. Je partage une vidéo que je vous ai choisie. Alors,
la responsabilité des parents dans l'éducation scolaire de leurs enfants. Alors aujourd'hui, on voit que on a dit que les parents, tous les deux, ils travaillent, ils ont pas assez de temps, mais bien sûr, les enfants, c'est un âge tendre et à cet âge-là, avec beaucoup de tendresse, ils comprennent très bien comment les parents, ils se comportent, qu'est-ce qu'ils leur disent, comment ils les traitent des fois. Et ça devient important de consacrer du temps à ses enfants, ça c'est nécessaire bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir à travers cette vidéo. Allez-y, écoutez bien. Voilà, je vais mettre les sous-titres pour vous. Voilà, hop. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau pour votre nouveau numéro de santé, autrement dit sur votre chaîne Wellness Channel. C'est la rentrée scolaire et qui dit rentrée dit nouveaux défis, nouveaux challenges à relever par les parents, les élèves, les enseignants, mais aussi les autorités administratives pour mener à bien cette année académique. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus précisément aux parents et nous allons nous interroger sur la responsabilité que les parents d'élèves ont dans l'éducation scolaire de leurs enfants. Quelles sont les obligations morales véritables que les parents d'élèves ont dans l'éducation scolaire de leurs enfants et qu'est-ce qu'ils mettent en jeu pour pouvoir suivre de près l'éducation de leurs enfants. Pour apporter un élément de réponse, j'aurai comme invité le docteur Roger Tapa-Faustin, qui est un médecin généraliste de la santé publique et spécialiste dans la médecine des maladies chroniques, mais surtout qui est un parent d'élèves. Bonjour docteur. Bonjour Fatih, bonjour aux téléspectateurs de Wellness Channel. Bienvenue. Merci beaucoup. Docteur, je vais vous demander, vous avez combien d'enfants? J'en ai 6. Et ils sont au collège, à l'université? Il y a le dernier à l'université, oui. D'accord. Alors, docteur, lorsqu'on parle de responsabilité, on parle d'obligation et même d'engagement. Pensez-vous que les parents de nos jours aient toujours cet engagement dans l'éducation scolaire de leurs enfants? C'est difficile de dire parce que là, il faut suivre les parents pour savoir à quel degré ils sont engagés. Mais ici, on peut se fier juste aux résultats qu'on observe sur le terrain. Quand on voit le comportement des enfants, ça reflète un peu le comportement et l'engagement des parents. Et sur ce plan, il ne faut pas se tromper. De nos jours, il y a beaucoup de faits à déplorer au niveau de l'éducation des enfants. Parlant de la responsabilité des parents, on peut remarquer un relâchement de par le comportement des enfants. On comprend que les parents ne sont plus vraiment présents dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas vraiment présents dans leur vie scolaire et ça se ressent aussi bien dans le comportement social qu'au niveau des résultats scolaires. Alors, vous venez de le dire, les parents ne sont pas vraiment présents dans la vie scolaire des enfants parce que certains parents pensent que lorsqu'ils envoient les enfants à l'école, c'est au formateur, parce que vous-même vous êtes formateur en plus d'être docteur, c'est au formateur de tout gérer, de s'occuper de tout concernant l'éducation scolaire. Quel est votre avis par rapport à cette affirmation? Oui, mon avis c'est qu'on ne va pas recréer le monde aujourd'hui. Le succès d'un enfant est connu depuis longtemps et on sait ce qui fait le succès d'un enfant. Comme disent les Américains, it takes a village to raise a kid. C'est-à-dire que ça prend un village pour élever un enfant. Ça veut dire que ce soit au niveau des parents, au niveau de l'école ou au niveau des autorités, il y a une part de responsabilité qui est attribuée à quelqu'un. Et parlant de la responsabilité des parents, ils ont l'obligation, ce n'est pas une responsabilité financière seulement, ils ont l'obligation de suivre le comportement social de leurs enfants et de suivre leurs résultats scolaires. Et ça, c'est deux choses qui garantissent le succès d'un enfant dans la vie. Alors, parlant de succès d'un enfant, le succès scolaire d'un enfant dépend à 50% de ce qu'il apprend à l'école et à 50% du suivi qu'il a à la maison.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? C'est vrai, ça peut être vrai. Le problème ici, c'est 50% de responsabilité à la maison, oui. Mais quelle responsabilité? Comme je disais tantôt, ce n'est pas une responsabilité financière, c'est une responsabilité morale et une présence physique permanente dans la vie des enfants. Vous vous rendez compte que de moins en moins, vous pouvez voir les parents qui ont le temps de communiquer avec les élèves, mais ils s'occupent des charges qui incombent l'éducation des élèves. Vous comprenez donc que la responsabilité matérielle ne suffit pas pour éduquer un enfant. Il faut être présent dans sa vie sociale, académique, familiale et même un peu plus. Donc aujourd'hui, 50% oui. Et à l'école, vous comprenez bien que l'école, ce n'est qu'une continuité de la vie d'un enfant. Donc si on a fait ce qu'il faut faire à la maison, la continuité sera d'autant plus facile. Et ça sera facile aux gens de l'école si l'enfant a été bien dressé à la maison. Si l'enseignant reçoit un enfant qui a raté son éducation de base et qui ne se comporte pas bien, il devient difficile pour l'enseignant de redresser cet enfant et de le mettre sur le droit chemin. Donc, la responsabilité de la maison est fondamentale, mais la responsabilité aussi des enseignants, des encadreurs qui sont des pères et des mères de famille est obligatoire à ce niveau. Mais la tâche leur sera rendue facile si, au niveau de la famille, on assure la base de l'éducation, à savoir le respect, la politesse, l'humilité, et ne pas rendre les enfants extravagants comme on le voit aujourd'hui. On reviendra peut-être sur cette extravagance pour voir les éléments qui rentrent effectivement dans l'extravagance et qui empêchent donc au personnel enseignant d'atteindre leurs objectifs faciles. Alors docteur, j'aimerais savoir quels sont les facteurs qui peuvent permettre à un parent de manquer totalement l'éducation de son enfant ou de passer à côté, parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait que c'est très important le suivi à la maison. Quels sont donc les facteurs qui peuvent permettre à un parent de passer à côté de l'éducation scolaire de son enfant? Parlons des facteurs qui peuvent empêcher aux parents de remplir leurs devoirs, si on peut dire ainsi. Il y a le style de vie, il y a la vie en société. Si on prend par exemple le cas du Cameroun particulièrement, vous allez remarquer dans le programme des familles ces derniers temps un développement excessif des différents programmes. Vous verrez que les mamans ou les papas, ils font 2, 3, 4 réunions et même plus. Vous souvenez dans les familles, vous allez entendre les amis du 15 aujourd'hui, les amis du 4 demain, les amis de ceci, la réunion des collègues et tout ça. Un parent qui a 3, 4 réunions par semaine, par mois, a très peu de temps à allouer aux enfants. Parce que les réunions, ce que ça entraîne, c'est que ça entraîne des responsabilités envers les membres. Et chaque fois qu'il y a un mort d'un membre, ils doivent aller au veillées. Et vous pouvez remarquer que quand nous on était petits à l'époque, il y avait rarement plus d'une veillée quand quelqu'un est mort. C'était à la veille de l'enterrement qu'il y avait la veillée. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il y a les veillées sans corps, les veillées avec corps, les cultes d'action de grâce, les veillées à l'église. On a multiplié autour d'un mort tellement de programmes et des programmes nocturnes qui ne permettent aucunement pas aux parents de rester à la maison à l'heure qu'il faut pour s'occuper des enfants. Quand ce n'est pas la mère qui est dehors, c'est le père qui est dehors, ou les deux. Et ajoutez à ça que le week-end, il faut aller à l'enterrement. Il faut aller à l'enterrement. Hein? Et donc, toute la semaine, il y a les veillées, les réunions et tout ça. Le week-end, il y a les mariages, les enterrements et tout ça. Avec tout ce programme, vous ne pouvez pas attendre un miracle des parents. Tout leur temps est occupé par des choses qui malheureusement n'ont pas beaucoup à voir avec les enfants. Vous avez des parents qui voient l'enfant à peine. Quand on vient vous dire que votre enfant a fait telle chose, vous verrez des parents qui disent jamais mon enfant ne fera jamais. Mais ils ne connaissent pas. Ceux qui sont autour, qui connaissent l'enfant, ont un sourire narquois parce qu'ils savent que celui-là ne connaît même pas son enfant. Donc, l'une des raisons, c'est donc la multiplication des programmes extrafamiliaux qui obligent les parents à être dehors la plupart du temps. Alors, docteur, nous allons revenir juste après cette petite pause, mesdames et messieurs. Ça va, vous comprenez ce qui se passe? Oui. Alors, on est en train de voir que,
comme cet expert, le docteur, il dit que les parents, quand ils disent que moi, j'envoie mon enfant à l'école, alors c'est la responsabilité de cette école de s'en occuper. Mais c'est pas du tout ça, en fait, parce qu'après, pour satisfaire le besoin matériel, ou bien quand ils s'occupent des charges, c'est pas ça. En ce qui concerne le respect, l'humilité et d'autres comment dire, aspect important pour développer sa personnalité, ça se fait à la maison. Et de plus, quand la présentatrice lui a posé une question, qu'est-ce qui les empêche, ces parents, de vraiment passer du temps avec leurs enfants? Bien sûr, c'est un autre pays, mais là-bas, on a vu qu'il y a beaucoup des activités familiales qui se déroulent, qui empêchent et qui vont entraver la présence des parents. Mais c'est pareil en Inde ou dans les autres pays, on voit que les parents, des fois, ils travaillent tous les deux ou qu'ils sont vraiment impliqués dans les autres tâches familiales. Du coup, ils ne passent pas autant de temps ce qu'ils sont censés passer autrement. Voilà. Et donc, ça va vraiment compliquer la performance et l'éducation des enfants. Des fois, les parents ne savent même pas les compétences de leurs enfants, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa préférence, son talent. Voilà, c'est compliqué. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, allez-y, je vous passe la parole. D'accord. Oui, Smitaji, vous voulez dire quelque chose? Oui. Allez-y. Je suis d'accord avec cet monsieur parce que c'est vrai. Beaucoup d'instants, parce que la vie est maintenant très compliquée, très difficile et tous les deux, les parents sont très occupés et il y a beaucoup de temps qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour partager avec les enfants. Mais selon moi, les parents sont les premiers éducateurs dans la vie d'un enfant. C'est très important. Parce que toutes les valeurs et comment on comporte devant l'enfant, c'est très important. Je pense que les parents sont les modèles pour les enfants. Parce que toutes les valeurs comme la patience, le respect, tout ça là, et la famille, c'est très important. Oui, tout à fait. Très bien. Merci En fait, pour votre attention. oui, merci Smitaji, vous avez raison. Et de plus, je pense que quand on passe du temps avec ses enfants, on peut leur demander ce qui se passe dans leur vie scolaire. Surtout, on voit aujourd'hui dans la société contemporaine, on voit qu'il y a des cas du harcèlement, de l'agression. Aussi, on voit les discriminations. Et puis, vous voyez, on a vu des nouvelles autour de nous. Il y a des enfants qui se sont trouvés dans des situations difficiles. Des fois, c'est aussi compliqué pour vivre dans ces états-là. Du coup, ça devient vraiment important pour établir ce dialogue entre parents-enfants. Mais comment le faire en passant du temps tout d'abord avec leurs enfants et de vraiment leur montrer qu'on est là pour vous? Parce que bien sûr, je pense que même les enfants, ils comprennent très bien si les parents ne sont plus là, pas là, alors ils ne vont pas discuter avec eux. Et ça commence à creuser un fossé entre les deux. Et petit à petit, ça va créer une grande distance. Et ils vont se replier, les enfants. Ils ne vont pas s'ouvrir à leurs parents et que tout ce qui se passe à l'école, ça reste entre l'école et l'enfant. Et parents, ils ne comprennent pas du tout. Et à la fin, des fois, c'est trop tard. Et on ne veut pas que ça soit trop tard ni pour les parents, ni pour les enfants. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment établir ce contact et de dialoguer et d'avancer. Voilà. Oui, Smitaji, allez-y. Ce n'est pas dans le même contexte, mais je pense que définitivement, il y a une connexion dans les deux choses. Maintenant, on voit dans toutes les écoles internationales, il y a beaucoup de counselors. How you say in French? Counselors, right? Oui, les conseillers. Conseillers. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants que le week-end, il est avec les domestiques et avec les amis. Il n'est pas avec les parents. Et il y a beaucoup de temps que dans une classe, par exemple, 20 étudiants vont pour le counselor. Et il y a j'ai une amie qui travaille comme counselor. Elle m'a dit, dans mon école, il y a 6 ou 7 counselors. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que la vie est très compliquée, difficile.
Et pour ça, maintenant, les jeunes qui sont mariés, ils ne voudraient pas avoir un enfant parce qu'ils disent que la vie est très compliquée et difficile. Oui. Oui, c'est vrai, tout à fait. Il est très heureux avec un chat ou un chien. Oui. Pour eux, c'est très simple d'avoir ça. Mais pour avoir un enfant, tous les jeunes, ils pensent beaucoup à nos jours pour avoir un enfant. Oui, c'est vrai, en fait, c'est une grande responsabilité. Excusez-moi, mais je Non, pense non, mais qu'il c'est y a vrai. définitivement une connexion. Oui, Définitivement, absolument. il y a une connexion dans tous les deux. En fait, ce que vous dites, c'est vrai parce que la présence des psychologues, des conseillères à l'école, mais c'est bizarre parce que les enfants d'une famille et les parents sont là et que les enfants vont aller plutôt vers ces psychologues de vraiment comprendre ce qui se passe. Bien sûr, ce sont les experts, ils ont fait de bonnes études, mais à la fin, les parents, ils comprennent mieux leur propre enfant parce qu'ils ont vu leur enfant quand il était tout petit, le jour où il était né et qu'il était allé à l'école et donc ils comprennent très bien. Mais c'est vrai ce que vous dites que cet écart va vraiment les éloigner par rapport à la présence de leurs parents et ça va être vraiment, je pense que catastrophique des fois. Oui, Ritu, à vous la parole, allez-y. Juste comment Smita ji a dit, je pense que la présence de psychologique à l'école, c'est par conséquence parce que je pense qu'il y a plus de connaissances de santé mentale dans cette époque, à l'époque, maintenant, Oui. maintenant contre avant. Je pense que ça. Et la deuxième chose, c'est aussi que également qu'il y a le plus la société devient très ouverte à propos les les sujets comme santé mentale et aussi pour comment Smita dit si les couples préfèrent les enfants ou non. Oui. Puis une autre chose, je pense que pour la vie académique de les enfants, je pense que désolée, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas grave. Désolée. Non, non. Je Non, vais allez-y, vous pouvez dire plus tard, c'est pas un problème. En fait, c'est vrai, ce que vous dites, Ritu, ça nous fait penser à cet aspect-là que dans la famille, à la maison, on a des valeurs, on a des traditions, mais c'est une opinion personnelle, mais je pense que quand on a une belle fondation, une base assez solide, peut-être on peut surmonter même les défis qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Mais le problème, c'est que quand il y a ce manque, cette absence des valeurs, des traditions, et surtout ce dont on a parlé avec la capitale culturelle et l'habitus. J'aimerais bien vous parler de ça à travers un document que je vous ai préparé, à quel point ça devient un pilier important. Dès qu'on a un doute, on va l'ouvrir, ce document. En fait, ce n'est pas un document, c'est notre personnalité. On va regarder vers soi-même. C'est-à-dire, dès que j'ai un doute, dès que je commence à me comparer avec les autres, dès qu'on me dit que non, tu es nul ou que tu n'as pas assez tu n'es pas talentueux, ce qu'on trouve surtout à l'école, entre les enfants, les gamins, les gamines, ils commencent à se comparer et ça devient compliqué pour eux petit à petit. On a dit que les parents n'ont pas assez de temps et donc les enfants, où est-ce qu'ils vont? Bien sûr, ils vont aller auprès de ces psychologues, ces experts, mais avec ça, bien sûr, ils vont leur apporter de l'aide précieuse, assez spécifique, mais avec cela, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe à la maison. Quelles sont les
traditions, les valeurs, les croyances, la foi dont on a parlé, qui va être la fondation de notre existence. Et c'est ça que disait Pierre Bourdieu à travers le terme qu'il a utilisé, le capital culturel et l'habitus. J'aimerais bien vous en parler un petit peu et après, si vous avez des questions, on peut les discuter. Alors, je partage mon écran pour vous montrer le document que je vous ai préparé. Alors, ça s'appelle capital culturel. Habitus et réussite scolaire, bien sûr, on va l'associer avec le rôle des parents. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, le capital culturel? Vous voyez ici, on voit une image où il y a le couple, le papa, la maman, l'enfant, et donc on est en train de parler de l'humanité, d'amour, être honnête. Vous voyez, ces valeurs-là. Parce qu'à la fin, quand on n'a rien, on a ces valeurs. Qu'est-ce qui va nous garder dans cet état vivant? Ça va être plutôt ces valeurs-là. Parce qu'après, ce sont les valeurs auxquelles on s'attache. Le capital culturel, c'est une ressource invisible mais déterminante. Le capital culturel, concept central chez Pierre Bourdieu, c'était un psychologue, un sociologue plutôt, français, désigne l'ensemble des connaissances, valeurs, références culturelles, modes de pensée, attitudes et pratiques transmis principalement au sein de la famille. Et il ne se limite pas au diplôme ou au savoir scolaire, mais englobe aussi la manière de parler, de raisonner, d'interagir et d'interpréter le monde. Vous voyez? Et donc, c'est depuis la maison qu'on commence à apprendre et surtout à comprendre la façon de parler, la façon de raisonner, la façon d'interagir et surtout comment interpréter le monde. C'est à la maison parce qu'on voit nos parents, les membres de la famille, comment est-ce qu'ils se comportent, dont on a parlé, quand ils voient les parents lire, ils voient les parents résoudre les problèmes. Ils vont acquérir la même approche, bien sûr, ils vont l'ajuster, l'adapter selon la situation, mais la base sera toujours là. Par exemple, un enfant habitué à discuter, argumenter, poser des questions et exprimer ses émotions à la maison développera plus facilement une aisance orale, une confiance en soi et une capacité d'adaptation à l'école. Les parents sont ainsi les premiers médiateurs du capital culturel bien avant l'institution scolaire. C'est le capital culturel, voilà, c'est quelque chose d'intangible, on ne peut pas le toucher, mais bien sûr, on peut le voir à travers la performance, la compétence d'un enfant, et ça se produit à la maison. Et puis, il y a aussi un terme qui était proposé par Pierre Bourdieu, c'était l'habitus. Et qu'est-ce que cela veut dire, l'habitus? C'est la société qui vit en nous, c'est-à-dire il y a un système qui s'opère, qui existe chez moi. L'habitus peut être défini comme un système de disposition durable et intériorisé, acquis dès l'enfance à travers la famille et l'environnement social. Ils façonnent de manière souvent inconsciente nos façons de penser, d'agir, de ressentir et de réagir. L'habitus, c'est vraiment le système intérieur. J'espère que vous comprenez ça. C'est le système à travers lequel je vais opérer dans ce monde. Et l'habitus explique pourquoi certains enfants osent prendre la parole en classe, gérer un échec ou demander de l'aide, tandis que d'autres se replient, se censurent ou intériorisent la peur. Parce que c'est leur système. Et c'est à travers les parents que l'enfant construit son premier habitus par imitation, observation et expérience répétée. À l'école, bien sûr, ça nous aide à développer, mais la base, la fondation, ça se fait déjà à la maison. Il y a 3 types d'habitus qu'on peut trouver dans la société. Il y a l'habitus contraint, l'habitus adaptatif et l'habitus enrichi et réflexif. Alors, quand on parle de l'habitus contraint, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un environnement marqué par la peur, le silence émotionnel, la pression excessive ou le manque de dialogue à la maison. Alors, l'enfant peut développer une insécurité scolaire, une peur de l'échec ou une faible estime de soi. Voilà, parce qu'à la maison, on a cette présence. C'est la réalité de la vie Oui. de nos jours, oui. Dans beaucoup de familles, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas la discussion. Et je voudrais ajouter un petit point ici, que c'est nous qui devons déplacer le premier pion. C'est nous, c'est à nous qui... Dans chaque relation avec votre grand-père, vos parents et votre petit-fils, aucun de choses. C'est nous qui fait là.
Parce ouais, que la vie est aujourd'hui, tous les enfants, tous les jeunes et les papas et les grands-parents sont très occupés. Mais nous devons déplacer le premier point. tout à fait. C'est très important, très important. Merci pour votre. Très bien, merci, merci Smadaji. En fait, c'est vrai, le premier pas va être fait par nous, parce que dès qu'on trouve que, même si faut pas attendre que les problèmes se produisent, non, faut pas le faire. Déjà, dès l'enfance, pour nos enfants, il faut qu'on leur montre notre présence physique, ce dont a parlé ce monsieur dans cette vidéo. Il a dit que la présence physique, c'est très importante. Alors, parce que avec de l'argent, avec le côté financier, bien sûr, on a besoin de présence matérielle, mais la présence physique des parents, ça c'est très rassurant, c'est motivant, ça nous donne de la confiance. Et surtout, quand les parents disent quelque chose, bien sûr, le monde a changé aujourd'hui. Les gens disent que madame, monsieur, à l'école, on leur dit que quand le prof dit quelque chose, l'enfant, il fait exactement. Mais quand les parents disent, il ne fait pas ça. Mais pourquoi l'enfant ne fait pas ça, ce que disent les parents? Parce qu'il y a déjà un décalage. Vous voyez, on ne peut pas arrêter ou on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas vraiment blâmer cet aspect-là pour dire que moi, même si je dis quelque chose à mon enfant, ça ne change rien parce qu'il écoute son professeur, pas moi. Mais au début, bien sûr, on était là avec l'enfant, les parents, ils étaient là avec l'enfant. Et donc, le moment où on a compris, on a cru que ça ne va pas, et comme on dit en français, il faut tuer l'imperfection dans l'œuf. Il fallait vraiment résoudre le problème à ce moment-là. Sinon, ça va s'aggraver et que ça va créer cette distance. Et de plus, les parents sont occupés, ils n'ont pas assez de temps. Du coup, ce fossé, ça commence à se creuser et devenir beaucoup plus grand. Alors, on voit l'habitus contraint. Ici, c'est la peur, c'est le silence et c'est la pression. Mais par contre, dans certaines familles, l'habitus adaptatif, c'est-à-dire milieu qui encourage l'effort, la discipline et la conformité, mais laisse peu de place à l'expression émotionnelle. Parce qu'on a vraiment besoin de s'exprimer émotionnellement aussi. Alors, l'enfant réussit scolairement, mais peut mal gérer l'échec ou la compétition. Il n'arrive pas à comment comprendre l'échec. Pour lui, l'aspect principal, c'est la réussite scolaire. Et troisième, c'est l'habitus enrichi et réflexif. C'est l'environnement stimulant, sécurisant et ouvert où l'erreur est acceptée, les émotions reconnues et la parole valorisée. L'enfant développe résilience, autonomie, l'esprit critique et stabilité émotionnelle. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment important pour nous, les personnes sincères, les parents, les personnes qui comprennent très bien comment aider les enfants, de créer cet environnement, ce qu'on a appelé habitus enrichi et réflexif. Et puis, est-ce qu'on peut passer d'un habitus contraint vers un habitus enrichi? Est-ce que ça peut se faire? Bien sûr, parce qu'un habitus n'est ni figé ni irréversible. C'est tout à fait réversible, on peut tout changer. Alors, les parents peuvent progressivement transformer l'environnement familial en instaurant un climat de confiance affective, valorisant l'effort plutôt que le résultat, normalisant l'échec comme étape d'apprentissage, encourageant le dialogue sur les expériences scolaires, par exemple s'il y a du harcèlement, des conflits ou aussi des problèmes d'émotion à l'école, bien sûr. Les enfants tout petits, imaginons les tout petits, quand il y a des distributions, de remise de certificats ou des prix, ceux qui ne reçoivent rien va être complètement détruit. Vous voyez à quel point? Et donc, juste pour lui dire que oh non, tu étais magnifique, c'était très bien ce que tu as fait, un seul mot peut tout changer pour lui. Mais il faut vraiment comprendre comment ça marche, mais avec les adultes, on comprend, on a bien vécu cette vie et qu'on a bien, on est bien arrivé à gérer ses émotions, mais avec les enfants, c'est compliqué. Alors, un parent qui écoute sans juger un enfant victime de moquerie à l'école lui apprend que sa parole a de la valeur et qu'il peut chercher de l'aide sans autre. Voilà. Après, un habitus enrichi, c'est comme levier majeur de réussite scolaire. Parce qu'ici, aujourd'hui, dans cette séance, on ne va pas vraiment parler de ce que font les enseignants, les profs, ce que fait l'école, mais c'est plutôt vers le côté des parents. Par exemple, un habitus enrichi joue un rôle décisif dans la manière dont l'enfant gère le succès sans arrogance, affronte l'échec. Attendez, il y a quelqu'un qui... Je vais laisser... Voilà.
OK. Il y a aussi un habitus enrichi joue un rôle décisif dans la manière dont l'enfant gère le succès sans arrogance, affronte l'échec sans effondrement. Vous voyez, on commence à s'effondrer. C'est l'effondrement. Dès qu'on trouve un échec, c'est l'effondrement. Alors, c'est compliqué. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas la fin. On peut vraiment continuer. Et de plus, comment résister au harcèlement, comment réguler ses émotions scolaires et bien sûr, comment interagir avec les enseignants et les pairs. Voilà. Cet habitus agit comme une boussole intérieure. It's like an internal compass. Voilà, qui va nous aider et qui va permettre à l'enfant de rester stable malgré les pressions scolaires et sociales. Vous voyez, c'est pour ça, ce que disait Ritu, ça me fait penser à ça, parce que des fois, quand on n'a pas cette base, cette boussole intérieure, on perd. C'est comme on n'a pas de direction. Sans, comme on dit en anglais, without compass, we are lost. C'est la même sans cette boussole intérieure qui va être créée à travers cet habitus ou bien à travers le capital culturel de la famille, on est perdu, on est dans cette vie-là. Voilà. Et puis, parents, école et construction de l'enfant, c'est vrai que c'est une responsabilité partagée. L'école transmet des savoirs, mais ne construit pas seul l'individu. Les enseignants ne connaissent qu'une partie de l'enfant. Vous voyez, ça c'est très important. Ils ne connaissent qu'une seule partie, une toute petite partie de l'enfant. Le reste, c'est connu par les parents. Bien sûr, les parents, eux, façonnent les bases profondes, valeurs, croyances, rapport à soi et aux autres. Se contenter d'assurer les besoins matériels ou de déléguer entièrement l'éducation à l'école revient à négliger cette dimension invisible mais essentielle de la réussite. Et juste pour terminer cette petite partie, je dirais que le capital culturel et l'habitus transmis par les parents constituent le socle, c'est la base invisible de la réussite scolaire durable. En offrant un environnement sécurisant, stimulant et réflexif, les parents permettent à l'enfant de devenir non seulement un bon élève, mais un individu capable de comprendre, d'agir et de grandir sereinement dans le monde scolaire et au-delà. Au-delà, ça c'est beaucoup plus important. Parce qu'après, on voit, on a bien étudié beaucoup de matières, mais aujourd'hui, c'est quoi notre façon d'avancer? C'est comment gérer le monde. Ça, c'est la grande question. Mais est-ce qu'on arrive à gérer le monde quand on nous a appris pendant nos parcours scolaires à l'école? Ça, c'est compliqué. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, allez-y, on vous écoute. Voilà, on est presque vers la fin. Comme d'habitude, je vous ai... À la fin, je pense que les enfants sont toujours imiter ce qui passe dans la maison et ce que les parents font. Oui. Tout à fait, bien sûr. Un petit exemple, la domestique a dit que c'est pour voir le portable, le téléphone. Mais la maman a dit, je suis très occupée, vous dites la personne que je ne suis pas là. L'enfant, il écoute tout ça. Il fait la même chose. Tout à fait, C'est absolument. Absolument simple. C'est le simple. C'est un exemple très simple. Très simple qui existe partout. Qui existe aujourd'hui aussi quand nous sommes dans cette scène. Ça existe, oui. Ça vraiment existe. Et c'est la réalité de la vie. Oui. Ah oui, tout à fait. Et après, après le papa dit, et nous avons donné beaucoup de choses, beaucoup de facilités. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important aucun. Parce que les valeurs et principales et ce que vous dites, ce que vous faites, votre comportement et votre valeur et votre pensée et croyance, vraiment très important. Et je pense que comment on dit, qu'est-ce qu'on dit, c'est très important avec les enfants, avec vos enfants et vos petits-fils aussi. J'ai un petit-fils qui a 10 ans. Je suis très... Je lui téléphoné une fois, 2 fois par semaine parce qu'il est très occupé, mais c'est moi qui fais la même chose. C'est très important pour avoir le lien, pour avoir la communication, parce que la communication est très importante. Et après, on dit la génération gap, il n'a pas aucune de choses comme génération gap. C'est nous qui faisons ça. C'est à vous, c'est nous qui changeons ça.
Merci pour votre Très bien, bravo. Oui, c'est vrai, Smitaji, c'est-à-dire c'est à nous de vraiment voir s'il y a cette fracture générationnelle ou pas et de vraiment le combler. Très bien, merci Smitaji. Oui, Champa, allez-y, on vous écoute. Oui, monsieur. Oui. Je suis d'accord avec Madame Smita. Et à mon avis, il est important d'attendre. Il est important d'attendre les enfants. Il est important de construire un point, donc nous jugeons les enfants, nous n'a jamais jamais parce que les enfants ils ont beaucoup d'émotions et j'entends, mais ils ne s'intéressent pas aux étudier. Donc, je crois il est vrai pour aider, pour les aider. C'est ça, monsieur. Très bien, merci Champa. Oui, c'est vrai, il faut les aider, il faut les comprendre et il faut les guider après pour les aider à vraiment construire leur avenir. Oui, pour terminer, Ritu, on vous écoute, allez-y. Non, c'est juste, je comprends que la culture à la maison, c'est très important parce que c'est complètement, c'est complètement montré par le comportement d'enfants. J'ai observé dans mon cours et dans ma carrière, si les enfants disent quelque chose qui est un peu raciste, ou les enfants dans ma classe sont racistes, c'est toujours parce que j'observe les parents de ces enfants aussi un peu comme ça. Et ici, la société et la culture de population de blancs, des personnes blanches, c'est très individualistique et très ouverte. Et donc, il y a trop d'importance qui est attachée avec les émotions d'enfants et leur santé mentale et comme ça, mais il n'est pas plus d'importance et le travail plus importance qui est donné et le travail qui est fait pour le développement culturel, la culture à la maison. Donc, ouais, c'est... Oui, c'est vrai, Ritu, il faut penser à ça aussi. Très bien, merci beaucoup, Ritu. Oui, Rajni, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Devardhan, bonne année à vous Bonne et année, à tout merci. le monde. Pour moi, je pense qu'il y a un type de parents qui sont très, très occupés et d'autres types de parents qui sont très, très inquiets pour leurs enfants, n'est-ce pas? Les parents qui sont très, très occupés, ils n'ont pas de temps de passer avec leurs enfants et bien sûr, il y a des bonnes qui s'occupent et les enfants apprennent tout grâce à les domestiques ou les bonnes. Et il y a des parents qui sont très, très inquiets. Les parents, surtout les mères qui parlent aux institutrices dans l'école, comme mon enfant va à l'école, apprend beaucoup de choses. Et il y a une sorte de beaucoup de pression sur les enfants parce que la mère espère beaucoup de leurs enfants. Donc, en conclusion, je pense qu'il faut organiser les ateliers pour les parents, n'est-ce pas?
pour leur dire comment élever les enfants. Par exemple, pour moi, j'ai quitté mon emploi quand j'ai travaillé en British Council à Delhi. J'ai quitté mon travail parce que je voudrais donner un élevage bien aux mes enfants. Et ma fille, nos jours, il m'a dit que je ne sais pas si je suis prête de prendre la responsabilité comme vous avez fait. Et c'est pourquoi je n'ai pas, comment on dit, avoir un enfant. Je ne sais pas comment on a dit, mais bien sûr, c'est une bonne responsabilité. Si on planifie d'avoir un enfant, il faut planifier si on a des temps de les élever. C'est vrai. Sinon, il faut avoir un chien ou un chat. Oui, c'est vrai, en fait. C'est vraiment vrai. C'est vrai qu'en fait, avoir un enfant, c'est une grande responsabilité parce qu'on est en train de créer un citoyen dans ce monde. Et qu'est-ce qu'on va, comme disait Ritu, que quand on entend les enfants dire quelque chose, bien sûr, on peut comprendre c'est quoi la source, d'où ça vient. Et ça nous montre l'éducation et la façon de se comporter avec les enfants. Et les enfants sont vraiment comme les éponges. Ils vont tout absorber. Et après, ils vont montrer dans la société. Après, on se dit, oh là là, ils ne parlent pas très bien. Et donc, ça revient vers les parents. En fait, je ne vais pas généraliser, mais la plupart du temps, c'est la responsabilité qu'on peut vraiment comprendre à travers tout ce qui se passe à la maison. Très bien. Comparaison est notre grand problème. Oui. Comparaison avec les autres enfants. Quand j'étais dans l'école, il y a un parent et leur enfant avait seulement 2 ans. Et il était très inquiet. Pourquoi mon enfant n'a écrit pas lettre ABCD? D'accord. Oui, Oui, c'est vrai. Les parents s'inquiètent. Par les parents. Mais Les chaque enfants, enfant- ils sont très, comment on dit, libres. Oui, non, vous avez raison, Rajni, c'est vrai. En fait, ce qui est intéressant, ce que vous dites, on est en train de prolonger un petit peu, mais juste pour résumer, pour ce que vous dites, c'est que, en fait, les parents s'inquiètent. Des fois, c'est inutile parce que chaque enfant a son rythme différent et qu'il apprend ça et que les parents commencent à créer cette comparaison qui reste ancrée dans la tête des enfants et après, ils commencent à comparer. Parce que les enfants, quand ils sont tous ensemble, ils vont jouer, il n'y aura pas de comparaison, ni de race, ni d'origine, ni de nationalité. Vous voyez, les enfants sont comme les fleurs d'un jardin et que ce sont les fleurs différentes. Et ça va vraiment embellir le monde, mais bien sûr, ça, c'est nécessaire de vraiment transmettre ces valeurs et surtout ce qu'on a parlé de ce que c'est la capitale culturelle, l'habitus, et au-delà, comment changer tout ça à travers tout ce qu'on a appris. Bien sûr, c'est pour rendre le monde dans un état agréable. Oui. Voilà, Et merci beaucoup. c'est important de réussir dans la vie. Il faut apprendre comment comporter si on échoue dans la vie. C'est très important. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'échec, c'est, comme on a dit, c'est une étape vers le succès. Et quand une personne a échoué, ce n'est pas 0. C'est juste un point de moins ce qu'il aurait pu gagner pour réussir. Mais des fois, on dit, oh là là, j'ai échoué, c'est-à-dire je suis nul et c'est 0. Mais c'est pas ça, en fait. C'est juste pour revaloriser, recalibrer, refaire, remodifier, avancer. Mais des fois, c'est compliqué. Donc, c'est important de vraiment transmettre ces valeurs-là. Et pour terminer, je vais rapidement vous montrer un petit document. Je ne vais pas lire ça, je ne vais pas, comment dire, vous mettre en attente. Alors, attendez, je vais rapidement vous montrer le document que je vais partager avec vous dans notre groupe WhatsApp. C'est les rôles des parents. Il y a des termes qui vont peut-être être utile pour vous, la réussite scolaire, coéducation, soutien parental, climat familial sécurisant, motivation intrinsèque, estime de soi, résilience scolaire, gestion des émotions, pression sociale, capital culturel, habitudes, socialisation primaire, socialisation scolaire, dialogue parents-enfants, autonomie scolaire, accompagnement éducatif, partenariat école-famille, apprentissage par l'erreur, bien-être social et tout à la fin, ce qui est vraiment important, c'est l'épanouissement global. Voilà. Très bien. Parfait, parfait. Merci beaucoup de votre présence et d'avoir participé à cette séance. Merci beaucoup. Bonne soirée et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup pour donner cette plateforme. C'est très, très utile. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Aussi. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci.